Bonsoir, membres et amis de Québec-France. Bienvenue à cette conférence qui est présentée dans le cadre du 50e anniversaire du réseau Québec-France Francophonie et qui est présentée par un de nos 6 partenaires importants, 6 partenaires majeurs, le Centre de la francophonie des Amériques. Avec 2 conférenciers que vous connaissez très bien d'ailleurs, un surtout que vous connaissez peut-être plus que l'autre, euh, mais celui que vous connaissez moins, vous allez le connaître ce soir. Euh, Au cours de la présentation, qui va durer environ 45 minutes, vous allez pouvoir poser des questions via le clavardage. Et après la présentation, je prendrai quelques questions. Et à 8 heures, c'est-à-dire 9 heures, à 10 heures, on va voir, là, il est 7 heures, à 8 heures, on va terminer. Je pensais à 19 heures. Surtout pour nos amis français qui nous écoutent, il est un petit peu tard dans la nuit. Vous êtes déjà demain, mais on commence quand même. Pour débuter, nous aurons 2 conférenciers, Michel Robitaille et Sylvain Lavoie. Je vais vous présenter Michel Robitaille pour ceux qui ne le connaissent pas. Premier président directeur général du Centre de la francophonie des Amériques dès sa création en 2008. Donc, il a déjà été impliqué au Centre de la francophonie des Amériques, mais comme directeur général. Et ça jusqu'en 2010. Michel Robitaille est nommé président du conseil d'administration du Centre à compter du 30 septembre 2019. Donc, il revient aux sources. Président directeur général de Logic et secrétaire général de l'OFQJ de septembre 2016 à septembre 2019, M. Robitaille compte plus de 40 années d'expérience en matière d'affaires internationales. Délégué général du Québec à Paris et représentant personnel du premier ministre pour la francophonie de 2010 à 2016, il a exercé plusieurs fonctions dans le réseau diplomatique québécois, dont celle de délégué général du Québec à New York de 2002 à 2007. Il fut également en poste dans les représentations du Québec à Los Angeles, Lafayette et Bruxelles. Et c'est d'ailleurs là qu'il a connu sa conjointe. De 1999 à 2002, en tant que directeur général du bureau des missions, il a organisé une quinzaine de missions commerciales d'envergure dirigées par le premier ministre du Québec. Il a, en 2015-2016, assumé la fonction de président du groupe des ambassadeurs francophones de France. De 1988 à 1991, il fut directeur général de l'Association France-Québec. On s'en souvient. Comme directeur général, il a vraiment laissé sa marque. D'ailleurs, on le soulignera lors de notre 50e anniversaire. Décoré du grade d'officier de la Légion d'honneur en 2017, il est également coprésident du réseau international des maisons des francophonies. Maintenant, je vais vous présenter notre deuxième conférencier, Sylvain Lavoie. Sylvain Lavoie est titulaire d'une maîtrise en administration publique et d'un baccalauréat à SR multidisciplinaire de l'Université de Moncton. Sylvain Lavoie a œuvré depuis une vingtaine d'années dans les milieux de l'éducation et de la francophonie au Nouveau-Brunswick. Au cours de sa carrière, M. Lavoie a géré, en collaboration avec des partenaires provinciaux et nationaux, plusieurs programmes nationaux de langue officielle, dont Explore, Odyssée et Destination Clic. Correspondant national pour le Nouveau-Brunswick à la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, il a également représenté sa province au 2e Forum mondial de la langue française tenu à Liège, en Belgique. Il a été actif au sein du comité consultatif en francophonie internationale et multilatéral du Nouveau-Brunswick en représentant d'une part le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de 2013 à 2015, puis l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick de 2015 à 2020. Très engagé communautairement, il collabore régulièrement avec plusieurs organisations acadiennes et francophones de la province et a fait partie de divers conseils d'administration, dont ceux du Centre communautaire Sainte-Anne et de Radio Fredericton Incorporée. Alors, voilà la présentation succincte de nos 2 conférenciers. Alors, je laisse immédiatement la parole à notre premier conférencier, Michel Robitaille. Merci beaucoup, André. Merci de nous avoir invités et surtout de nous associer au 50e anniversaire du réseau Québec-France Francophonie.
C'est un honneur et on était très heureux d'être partenaire pour la magnifique revue que vous avez publiée pour souligner ces 50 ans. Et c'est certain que nous serons à vos côtés également pour le gala que vous allez organiser cet automne. Donc, nous allons parler effectivement de la francophonie des Amériques, une francophonie qui est peut-être un peu, en fait, pas assez connue, car elle regroupe des communautés qui sont à peu près aux quatre coins des Amériques et surtout des communautés qui ne font pas partie, dans plusieurs cas, de l'Organisation internationale de la francophonie, mais ce n'est pas pour ça que ces communautés-là ne sont pas actives et très dynamiques. Donc, vous nous avez demandé, parce que le thème de notre présentation est une présentation qui s'appelle « La francophonie des Amériques au-delà du temps ». C'est le thème de votre 50e. Donc, je vais en première partie vous parler de l'histoire et surtout de l'arrivée de ces francophones qui, au fil des ans, ont peuplé cette francophonie des Amériques. Également, vous parlez des francophiles parce qu'ils sont nombreux, des personnes qui n'ont pas nécessairement le français comme langue maternelle, mais qui s'intéressent à la langue française, qui la parlent et souvent en font la promotion. Plusieurs en tant que professeurs de français, soit au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine ou dans d'autres zones, la zone Caraïbe, par exemple. La deuxième partie sera présentée par Sylvain Lavoie, qui, en tant que président-directeur général du Centre, c'est notre nouveau directeur général. Il donc, est en poste depuis moins d'1 an et c'est la première fois que le Centre de la francophonie des Amériques est dirigé par quelqu'un qui n'est pas du Québec. Comme tu l'as dit dans ta présentation, André, Sylvain est originaire du Nouveau-Brunswick et nous sommes très fiers de l'avoir avec nous maintenant au Québec pour promouvoir cette francophonie des Amériques et illustre bien par son origine donc cette volonté d'inclusion et surtout de refléter la réalité de cette francophonie des Amériques. Lorsqu'on parle de cette francophonie des Amériques, il y a déjà dans la diapositive que vous avez devant vous des mouvements. Il faut qu'on retourne à l'histoire parce que dans nos documents, on parle de 33 millions de francophones dans cette Amérique. 33 millions qui sont répartis au Canada, 10,4 millions de francophones et francophiles, 11 millions aux États-Unis, 2,8 millions en Amérique latine et 9,7 millions dans l'espace Caraïbe. Donc, c'est énormément de francophones. En fait, quand je préparais la conférence, je regardais par exemple les chiffres pour le nombre de francophones en Ontario. Vous savez que l'Ontario est la deuxième province en termes de nombre de francophones. Bien sûr, le Québec en premier. Ils ont plus de 600 000 francophones au Nouveau-Brunswick, mais ça ne représente que 5% de la population. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple, le chiffre est moindre, mais ça représente presque 40% de la population. Alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais comme carte de visite, on va vous présenter une toute petite vidéo qui s'appelle « 33 millions de francophones et francophiles ». Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est une vidéo d'animation et la narration est faite par des jeunes élèves des différentes parties de la francophonie et vous allez les reconnaître par leur accent. Donc, je vous invite à visionner cette première petite vidéo. En Amérique, on peut entendre les langues autochtones, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le créole et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée. Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université? On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals, même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon. Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants. Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre. On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie. D'est en ouest, le français résonne. Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole. Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 12e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones. Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques. Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever. Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'offre. On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs. Ensemble, communiquons, Vivons. travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques. Nous sommes Québécois, Acadiens, Franco-Tico, Guadeloupéens, Franco-ontariens, Mexicains. Nous sommes la francophonie. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle, je pense, vous a donné une bonne idée de cette francophonie des Amériques. Et il y a plusieurs facteurs historiques et contemporains qui expliquent cette présence de ces 33 millions de francophones et francophiles aujourd'hui. J'en ai identifié 6 qui, d'après moi, sont déterminants en ce qui concerne l'Amérique du Nord. Tout d'abord, bien sûr, et nous le savons tous, la présence française a débuté avec cette migration de Français vers le Québec. À l'époque, c'était la Nouvelle-France, bien sûr, où de 1608 à 1760, près de 10 000 Français ont émigré en Nouvelle-France, donnant naissance à une population de 70 000 personnes en 1760. Et comme on peut le voir sur la petite carte que j'ai ajoutée sur la diapositive, il faut savoir que la Nouvelle-France, jusqu'en 1763, s'étendait de la baie d'Hudson au nord jusqu'au golfe du Mexique au sud. Donc, c'est suite au traité de Paris en 1763 que la Louisiane est passée sous l'autorité espagnole, et ce pendant 50 ans, pour revenir brièvement à une possession française en 1800, seulement pour 3 ans, pour enfin être vendue, on s'en rappellera, aux États-Unis par Napoléon en 1803. Mais cette présence francophone dans cette partie de l'Amérique du Nord a naturellement été un facteur déterminant pour l'établissement de francophones sur l'ensemble du territoire. Deuxième facteur également qui explique une présence francophone sur l'ensemble du territoire des Amériques, c'est le triste événement de la déportation des Acadiens en 1755, où il y avait à l'époque 18 000 personnes habitant l'Acadie et près de 12 000 ont été déportées. Et de ces 12 000-là, 8 000 personnes sont mortes, soit sur les bateaux ou très, très rapidement suite à la déportation. Mais 4 000, donc Acadiens, se retrouvent en Acadie, au Québec, à Saint-Pierre-Miquelon, sur la côte est des États-Unis, en Louisiane, ce qu'on appelle aujourd'hui les Cadiens, et dans les Antilles. Et cette population-là, par exemple, en Louisiane, est encore très présente
Et on compte en Louisiane tout près de 300 000 francophones aujourd'hui et une francophonie qui est en pleine effervescence. Il y a eu des moments très difficiles, mais grâce au CODEFIL, au Conseil pour le développement du français en Louisiane, l'enseignement du français est maintenant une chose acquise en Louisiane au niveau primaire et au niveau secondaire. Il y a une effervescence d'enseignement dans les écoles d'immersion et écoles bilingues. Et même aujourd'hui, de jeunes Louisianais veulent s'impliquer pour que le français redevienne une langue qui compte en Louisiane. Bien sûr, l'anglais demeurera toujours la langue officielle et la langue parlée par l'ensemble des Louisianais, mais la culture louisianaise est en pleine effervescence et il y a de nombreuses initiatives qui nous démontrent qu'il y a un mouvement en Amérique du Nord pour la présence francophone et pour des initiatives qui en font la promotion. Également, bien sûr, il y a ces explorations et ces migrations qui se sont faites au 17e, 18e et 19e siècle. Et bien sûr, on parle de l'Ouest canadien avec les explorations de la Vérandrie. On a tous appris dans nos livres d'histoire les épopées de la Vérandrie et de ses fils pour se rendre dans l'Ouest à la recherche à l'époque de la mer de l'Ouest. Vers le sud, je parlais de la Louisiane. C'était les explorations de Cavalier de la Salle qui a navigué sur le Mississippi pour se rendre jusqu'à l'embouchure du golfe du Mexique. Mais on peut aller un peu partout, par exemple aux États-Unis, et voir des villes qui ont été créées par des explorateurs francophones, de Canadiens-Français qu'on appelait à l'époque. Et je vais vous donner un bel exemple, celui de Salomon Laurent Junot, né à Repentigny en 1793, qui a fondé la ville de Milwaukee. Donc, la ville de Milwaukee, qui est une ville très importante dans l'État du Wisconsin. Il l'a fondée en 1818 et il fut le premier maire de cette ville en 1846. Son neveu, Joseph Junot, lui, était chercheur d'or et il a donné son nom à la ville de Juneau, capitale de l'Alaska. Donc, vous aviez tous ces explorateurs, tous ces Canadiens français à l'époque, comme on les appelait, des Français aussi, ceux qui arrivaient directement de France, qui se rendaient aux quatre coins des États-Unis. Certains savent que j'ai travaillé pendant longtemps à Los Angeles et je me suis intéressé à l'histoire de la ville. Et vous savez qu'il y a plusieurs Canadiens français qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de la Californie. Par exemple, Prudent Beaudry, qui était né à Mascouche en 1816, s'est rendu en Californie et il est devenu maire de Los Angeles en 1874. Et il est demeuré jusqu'en 1878. Un fait qui est très intéressant, c'est qu'il a été maire à Los Angeles pendant que son frère Jean-Louis Beaudry fut maire de Montréal pendant les mêmes années. Donc, il y avait deux frères. Imaginez, on est au 19e siècle, qui sont maires, un de Los Angeles et l'autre de Montréal. Donc, il y aurait plusieurs histoires comme ça qui pourraient être racontées et je vous conseille un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Du continent perdu à l'archipel retrouvé », qui est un livre qui a été écrit par Dean Lauder de l'Université Laval et qui raconte l'histoire de cette présence francophone sur l'ensemble du territoire des Amériques. Autre facteur très important également pour cette présence francophone aux États-Unis, c'est la migration de près de 1 million de Québécois vers la Nouvelle-Angleterre, en fait exactement 900 000 Canadiens français qui étaient majoritairement du Québec, qui se sont établis en Nouvelle-Angleterre pour des raisons économiques entre 1840 et 1930. C'était d'abord par un manque de terre que les agriculteurs canadiens français avaient entamé leur migration vers les États-Unis autour de 1840 et certains partaient de façon temporaire, mais plusieurs se sont établis en Nouvelle-Angleterre, dans les villes manufacturières, les fabricants de chaussures, fabricants les moulins à coton. Et ils ont créé des petits Canada. Si vous vous promenez en Nouvelle-Angleterre, vous allez souvent avoir
des histoires ou du moins des musées qui présentent l'histoire de ces petits Canada qui furent créés au New Hampshire, au Massachusetts, dans le Maine et au Rhode Island. Aujourd'hui, la migration plus l'immigration contemporaine, on trouve des Franco-Américains, des Acadiens, des Haïtiens et plus récemment des Africains qui immigrent en Amérique du Nord et ça contribue à la richesse et à l'expansion de la communauté francophone des Amériques. Alors, ils sont très nombreux en Californie, par exemple. Je parlais tout à l'heure de l'histoire de la Californie, mais on parle d'à peu près 1 million de francophones en Californie. Dans la seule ville, donc dans la région de la Silicon Valley, aujourd'hui, il y a 100 000 francophones qui y vivent, qui sont des communautés qui comptent particulièrement de nombreux entrepreneurs des secteurs numériques, des ingénieurs, des designers et des chercheurs. La Floride, on le sait tous, également abrite un nombre très important de francophones. 200 000 immigrés francophones du Canada y ont établi une résidence. 450 000 Haïtiens vivent en Floride et près de 50 000 Français. D'ailleurs, la communauté haïtienne est très importante aux États-Unis. Il y en a 200 000 à New York et 80 000 à Boston. En ce qui concerne les Français venus de France récemment, on compte approximativement 160 000 Français, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus aux États-Unis parce que les 160 000, ce sont des Français qui sont inscrits dans les consulats aux États-Unis. Et comme on le sait, ce ne sont pas tous les ressortissants qui s'inscrivent dans les consulats. Autre facteur important qui est le 6e d'après moi, qui explique cette présence francophone en Amérique du Nord et plus largement dans les Amériques, c'est l'enseignement du français. Seulement aux États-Unis, il y a 216 000 étudiants qui aujourd'hui suivent des cours de français et phénomène nouveau encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus dans les écoles primaires et secondaires des écoles bilingues ou d'immersion. On en compte 200 actuellement pour à peu près 40 000 enfants. Alors, je ne dis pas que le français est sauvé, loin de là. Même au Québec, on doit encore faire des efforts pour que le français soit parlé partout et que le français soit bien identifié comme langue officielle. Mais il y a donc un nombre sans cesse croissant de francophones sur ce territoire des Amériques. Et une carte qui est absolument parlante, c'est celle que vous voyez actuellement. Donc, lors du recensement de 2000 aux États-Unis, ça fait déjà 20 ans, il y avait une question qui demandait ceux qui déclarent parler français à la maison. Alors, il y a 2,1 millions de personnes qui ont déclaré, vous voyez les petits points rouges, j'espère que ça se voit bien sur vos écrans, qui indiquent où sont les personnes par importance dépendant de la grosseur des petits cercles qui ont déclaré parler français. Si on prend la nouvelle carte, et ça est encore plus impressionnante, la prochaine carte, c'est celle-ci. Alors, c'est des personnes qui ont répondu à la question « Quelle est votre origine ethnique? » Et les gens qui ont répondu que leur origine ethnique était française ou canadien-française ou cadienne ou haïtienne, c'est 12,4 millions de personnes. Alors, vous voyez sur l'ensemble du territoire ce que ça représente. Donc, ce sont des personnes qui, naturellement, ne parlent pas nécessairement français aujourd'hui, mais qui ont un attachement à la langue française ou à la culture et qui s'intéressent à leur histoire. Et s'ils ont marqué qu'ils avaient cette origine-là dans leur déclaration du recensement, c'est-à-dire que c'est toujours pour eux quelque chose de très, très important. Alors, si on va en Amérique centrale, prochaine diapo. Oh non, pas l'Amérique centrale, le Canada. Alors, j'ai pensé vous mettre cette carte du Canada. Pour certains, vous allez vous demander quelles sont les illustrations dans chaque province. Bon, ce sont les drapeaux des communautés francophones de chaque province. Vous voyez pour l'Ontario, le vert et le blanc pour la communauté franco-ontarienne. Vous voyez les franco-manitobains, francescois en jaune et bleu, franco-albertains,
personnes de Colombie-Britannique, alors, et l'Acadie, bien sûr, très importante. Donc, vous voyez qu'au Canada, à l'extérieur du Québec, il y a quand même, en termes de nombre, ce sont les personnes qui ont déclaré dans le recensement donc, de 2016 au Canada, parler le français à la maison. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui le parlent, le français, que les chiffres qui sont là. Mais ça, ce sont ceux qui disent on parle français à la maison. Alors, comme vous voyez, bon, le Québec, le 6 81 000, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent français au Québec que le 6 millions. Mais il y a des personnes qui peuvent parler le français, mais à la maison, être d'origine italienne, d'être d'origine anglaise et parler l'italien ou l'anglais à la maison ou une autre langue. Mais on voit qu'il y a les 6 millions. Tout à l'heure, je vous parlais pour l'Ontario, le 622 000. Donc, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Mais quand on sait qu'il y a 14 millions de personnes en Ontario, bien sûr, le pourcentage est plus bas. Mais on voit qu'au Nouveau-Brunswick, le 238 000 représente à peu près 40 de la population. Et ensuite, vous avez les chiffres pour chaque province jusqu'au Nunavut où on a un chiffre de 640. Mais je tenais à vous présenter cette carte parce que pour travailler depuis plusieurs années avec les communautés francophones hors Québec, j'admire leur dynamisme et leur engagement. Ce sont des personnes qui vivent en situation minoritaire, mais qui se regroupent et qui défendent leurs droits, droit à l'éducation, droit aux services en français. Ce n'est pas facile à tous les jours, mais ils sont de fiers francophones et veulent le demeurer et c'est vraiment très important pour eux de se réunir et de s'affirmer en tant que tels. Et phénomène assez récent, on voit de plus en plus d'immigration francophone dans les autres provinces canadiennes. Auparavant, la majorité des francophones qui émigraient au Canada venaient au Québec et maintenant, avec les initiatives prises par les différentes communautés francophones de ces provinces pour la promotion de l'immigration, on voit que la population francophone de ces provinces, bien qu'encore très faible, est en croissance et une belle inclusion et intégration des nouveaux arrivants. Maintenant, parlons de l'Amérique centrale. Alors, pour l'Amérique centrale, il y a une longue histoire francophile depuis 3 siècles, puisque là aussi, il y a eu une présence française. Il y a 420 000 apprenants du français en Amérique centrale. Il y a un énorme intérêt pour la langue française. Et même au Costa Rica, l'apprentissage du français est obligatoire dans les écoles primaires et secondaires. Et au Nicaragua ainsi qu'au Panama, il y a des projets actuellement de réintroduction du français dans les établissements scolaires. Tout à l'heure, Sylvain vous parlera des activités du centre et vous verrez qu'il y a énormément d'intérêt venant de l'Amérique latine. En ce qui concerne l'Amérique du Sud, donc, on parle quand même d'1,4 million de locuteurs de français. La majorité se trouve au Brésil avec 620 000 locuteurs, des personnes qui apprennent le français. Et également, en Argentine, l'intérêt pour le français s'explique beaucoup par l'immigration de 261 000 personnes venant de France qui se sont établies en Argentine au 19e siècle. Et comme on disait, leurs descendants compte maintenant par millions. Et en Amérique latine, il y a 42 universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, qui est un des opérateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège d'ailleurs est ici même à Montréal. Également, un facteur très important pour le fait français dans les Amériques, ce sont les alliances françaises qui jouent un rôle absolument extraordinaire. Il y en a plus de 160 en Amérique du Sud et ces alliances françaises-là font également la promotion d'une francophonie plurielle et s'intéressent à l'ensemble de la francophonie. Et finalement, dans les Antilles, donc on sait donc non, s'il vous plaît, oui. Pour les Antilles, donc la langue française est officielle en Guadeloupe, Haïti, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et il y a 9,7 millions
de locuteurs et d'apprenants. Donc, les Antilles sont primordiales dans la francophonie des Amériques et c'est grâce à eux qu'on peut vraiment sentir un vent de jeunesse et également d'une participation active venant de cette région des Amériques. Finalement, avant de céder la parole à Sylvain, je voulais aussi vous porter votre attention sur le fait qu'il y a 14 pays ou gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, donc 14 sur 88 qui sont dans les Amériques. Bien sûr, le Canada, Dominique, Haïti, Nouveau-Brunswick, Québec et Sainte-Lucie comme membres à part entière. Vous savez que dans l'OIF, il y a 3 catégories de membres. Il y a les membres à part entière, il y a les membres associés et les observateurs. Donc, il y a 7 membres donc à part entière au sein de l'OIF. On pourrait même dire 7 pour les Amériques parce que quand on parle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, bon, c'est la France, mais ils sont physiquement dans les Amériques, Saint-Pierre et Miquelon. Comme observateurs, donc des pays, puis ça aussi, c'est vraiment important pour nous, qui ont démontré leur intérêt pour la langue française, donc l'Argentine, le Costa Rica, la Louisiane, le Mexique, l'Ontario, la République dominicaine et l'Uruguay, qui sont membres observateurs. Alors, ça vous donne quand même un bon portrait de cette francophonie des Amériques. Bien sûr, je fais un survol parce qu'on veut surtout vous parler de nos programmes, mais ça démontre, je pense clairement, que cette francophonie, elle est plurielle, elle est diversifiée, elle se trouve aux 4 coins des Amériques. Et pour le Centre de la francophonie, c'est donc le territoire, notre terrain de jeu où nous voulons donc animer ces gens et surtout leur offrir des activités qui vont les motiver, les encourager à s'impliquer et à parler en français. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain pour vous présenter le centre et vous dire, peut-être en terminant de mon côté, que je pense que vous allez découvrir à travers les activités du Centre de la francophonie des activités qui pourraient intéresser le réseau Québec-France Francophonie comme partenaire ou comme participant. Alors, à toi, Sylvain. Merci beaucoup, Michel. Merci de cette belle présentation, cette belle introduction. Et à mon tour, de vous souhaiter, bien sûr, de vous remercier de l'invitation et de vous dire à quel point je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de souhaiter un joyeux anniversaire, bien sûr, au réseau Québec-France pour un 50e anniversaire. Et je suis bien sûr, au nom du Centre, très heureux de pouvoir collaborer avec vous dans différentes initiatives et que, bien sûr, on s'apprête à pouvoir poursuivre cette belle collaboration-là. Il y a certainement de belles choses. Et pour moi, aujourd'hui, bien, c'est de vous présenter le centre, de vous présenter effectivement les belles initiatives qu'on organise et bien sûr, peut-être d'avoir l'occasion de collaborer ensemble, qu'on puisse travailler ensemble pour faire grandir cette belle francophonie des Amériques. Alors, tout d'abord, pour vous parler effectivement de la création du centre. Donc, le centre est né effectivement d'une volonté là, du Québec de jouer un rôle de leader afin de solidifier les liens entre les différentes communautés francophones du continent, bâtir là, cette francophonie, une francophonie plus solidaire, qui est plus forte, qui est plus inclusive, qui est plus riche, une francophonie qui est vivante, hein, qui est plurielle, qui est engagée, qui est bien sûr innovante. C'est un engagement clair du gouvernement du Québec envers cette francophonie-là. Et d'ailleurs, lors de la création du centre, par l'adoption d'une loi, eh bien, tous les partis ont voté unanimement la création du centre. Donc, c'est bien sûr une belle occasion d'assurer un rayonnement du Québec et de voir effectivement d'une façon très complète le leadership du Québec en ce sens. Donc, vous voyez nos bureaux. Bien sûr, le centre a été inauguré le 17 octobre 2008 par le premier ministre du Québec et également le président de la France.
Donc, nous sommes situés au cœur du Vieux-Québec. On est vraiment, bien sûr, très heureux. Comme vous voyez, 2008, c'est quand même une jeune organisation, le Centre de la francophonie des Amériques, ce qui donne certainement ce dynamisme qui nous anime tous. Donc, effectivement, on travaille en collaboration avec de nombreux partenaires, de nombreux collaborateurs partout sur le territoire. Comme Michel le mentionnait, c'est notre terrain de jeu, la francophonie des Amériques. Et bien sûr, on développe cette belle collaboration-là avec l'ensemble des partenaires et des intervenants partout sur le territoire. Donc, la mission du Centre, c'est de contribuer à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie qui est porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. On souhaite bien sûr une francophonie qui est en mouvement, qui est solidaire, qui est inclusive, qui regroupe l'ensemble, les Amériques, et qui crée des liens durables qui stimulent les échanges et les actions. Donc, le conseil d'administration, le centre est dirigé par un conseil d'administration, géré par un conseil d'administration, composé de 15 administrateurs, dont 8 qui sont nommés ou désignés par le gouvernement du Québec et bien sûr 7 qui sont élus par nos membres. Donc, vous voyez 5 personnes actuellement à l'écran. C'est parce qu'actuellement, nous sommes en période électorale. Donc, effectivement, nous sommes à combler un poste de gens de l'Ontario et bien sûr des postes de dirigeants des organismes pan-canadiens des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, nous avons des gens de partout la francophonie, même des gens de l'extérieur du Canada. Donc, on a vraiment une composition de conseil d'administration qui est multiple, qui est vraiment plurielle, qui, bien sûr, amène une gouvernance très intéressante et stimulante pour le centre. Au niveau de l'équipe du centre, le centre est constitué d'une quinzaine d'employés. Donc, j'ai le bonheur d'être à la barre de cette belle équipe dynamique qui, bien sûr, est très énergique et aime beaucoup animer cette francophonie des Amériques. Je vous présente quelques-uns de mes collègues, notamment la direction générale adjointe, Flavie Isabelle Hague, qui est là depuis tout le début du centre, donc qui connaît très bien la francophonie des Amériques et les activités du centre. Hélène Bourget au niveau des opérations notamment et Erika Boisvert au niveau des communications. Donc, une belle équipe composée de gens très dynamiques qui souhaitent bien sûr développer cette belle francophonie des Amériques. Donc, le public cible, Michel vous en a parlé tout à l'heure, on vise bien sûr les francophones et les francophiles des Amériques. Pour nous, les francophones, on parle ici des gens qui parlent le français et aussi on inclut dans cette catégorie-là les apprenants également de la langue. En ce qui concerne les francophiles, bien, on parle ici des gens notamment qui ont un intérêt pour la culture, pour la musique, le cinéma, l'histoire francophone. Donc, selon leur positionnement géographique, les enjeux sont différents. Si on est au Québec, on vit majoritairement ici dans un contexte majoritaire. Dans le reste du Canada, bien, on est beaucoup plus, comme Michel le mentionnait, dans un contexte minoritaire, même si le français a bien sûr un statut de langue officielle. Aux États-Unis, on partage bien sûr un héritage qui est mixte par rapport d'une part à l'immigration du Nord du Canada, l'immigration du Sud, des Caraïbes, des Antilles, l'immigration récente d'Europe et d'Afrique, comme Michel mentionnait, et bien sûr l'Amérique centrale et latine. Le français est une langue étrangère, c'est une langue de prestige. On est fiers, bien sûr, d'apprendre cette belle langue. Donc, il faut quand même dire aussi qu'on cible particulièrement dans nos activités, dans nos initiatives, les enseignants, les élèves, que ce soit au niveau primaire, secondaire, postsecondaire. Bien sûr, on cible également les jeunes et les leaders de la francophonie, les parents et bien sûr les enfants. Donc, vous pourrez voir tout à l'heure nos activités qui ciblent vraiment ces gens-là. Lorsqu'on parle maintenant du résultat du plan stratégique, donc nous visons 3 résultats particuliers au niveau de nos actions, donc la concentration accrue des acteurs dans l'action pour le rayonnement de la francophonie des Amériques, un plus grand sentiment d'appartenance à la francophonie des Amériques et une augmentation de l'accès et de la participation à la francophonie des Amériques. Comment on réalise ceci? Eh bien, dans 5 secteurs, que ce soit au niveau de l'éducation, de la culture, des communications, de la recherche et de l'économie.
Je vous présente maintenant vraiment une initiative, un projet qui nous tient à cœur et qui, je pense, vous allez adorer. C'est la Bibliothèque des Amériques. C'est une bibliothèque qui est unique, qui a été créée en 2014 et qui essentiellement se veut un service de prêt de livres numériques. Plus de 15 000 titres sont disponibles à la Bibliothèque des Amériques. 200 maisons d'édition qui s'y retrouvent, 75% environ du contenu est québécois. Et nous avons également différentes activités de médiation littéraire qui la composent. Donc, vous voyez une proposition de liste de titres qui illustre là, effectivement la variété, la diversité de notre collection. Et bien sûr, c'est un service qui est gratuit. Donc, on invite les gens, bien sûr, à venir la visiter, la consulter et bien sûr, utiliser les différents services. Donc, vous voyez les différents auteurs, les différentes variétés aussi des titres et des catégories. Donc, c'est certainement quelque chose à visiter. Vous voyez également qu'on parle ici aussi de livres, de la francophonie, des auteurs de la francophonie des Amériques, donc on met bien sûr en valeur, et des livres qui sont pour tous les âges, donc certainement que ce soir, il y a des parents, il y a des grands-parents qui sont ici, donc je vous invite bien sûr là, à les consulter. Vous voyez qu'on a un vaste choix qui répond à tous les goûts. Ouais, et peut-être ajouter, Sylvain, que tu as bien dit que c'était donc plus de 15 000 volumes, mais ce ne sont que des auteurs qui vivent dans les Amériques. C'est ce qu'il a. Donc, les ouvrages ne parlent pas nécessairement de la francophonie des Amériques, plusieurs en parlent, mais ce qui caractérise, c'est que vous avez une bibliothèque numérique à votre portée, qui sont des livres qui sont vraiment écrits par des auteurs des Amériques, du Québec majoritairement, mais également de toutes les provinces canadiennes, des États-Unis, de l'Amérique latine et des Antilles. Et c'est une excellente occasion, effectivement, de découvrir, de partir à l'aventure de cette francophonie des Amériques par les auteurs, par cette littérature qui se retrouve, bien sûr, dans le cadre là, de cette Bibliothèque des Amériques. Donc, merci, Michel, de faire ce clin d'œil. Dans le cadre des activités de la bibliothèque, eh bien, il y a également les rendez-vous littéraires, qui est une discussion, effectivement, entre un auteur et des élèves, des étudiants. Qui vise effectivement la promotion des communautés francophones par la littérature. En 2020, nous avons eu plus de 30 rencontres virtuelles et je vous avoue sincèrement que ces rencontres-là sont extraordinaires, de permettre aux étudiants, aux élèves, effectivement, de rencontrer un auteur, de lire, de comprendre, d'étudier ce que l'auteur souhaite apporter, souhaite dire dans le cadre d'une œuvre et d'avoir l'occasion d'échanger avec cette personne-là. Peu importe où on se trouve dans la francophonie des Amériques, au Mexique, au Costa Rica, les gens aiment beaucoup cette rencontre-là, donc c'est très porteur pour le centre. Maintenant, si je vous brosse un portrait des différentes activités et programmes qui, bien sûr, dans lesquels on participe. Là, si je vous présente davantage à ce moment-ci au niveau du volet culturel, on parle des Contes des Amériques. Je vous présente le Conte des Amériques qui se veut une collection de livres audio. On a différentes cultures pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc, dans le premier mois de diffusion, plus de 1000 écoutes de nos contes. Donc, on est vraiment très heureux de ça. Et peut-être vous mentionner que on a des gens, bien sûr, au niveau canadien, on parle de l'Acadie, le Québec, le Manitoba et l'Ouest canadien sont représentés dans les contes. Au niveau des États-Unis, on a des contes du Maine, de la Louisiane, Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Donc, c'est disponible sur notre site Internet, bibliothèquedesamériques.com. Et bien sûr, sur votre plateforme de balado préférée, donc, vous avez accès directement sur votre balado, en format balado. Vous avez accès à tous ces contes des Amériques. Et Sylvain, peut-être dire également que ces contes sont lus par les auteurs. Ce sont les auteurs des contes qui lisent leurs contes. Donc, c'est encore un facteur encore plus intéressant. Plus intéressant parce que, bien sûr, on va chercher tous les accents aussi. On va chercher toute cette richesse-là qui compose, bien sûr, notre langue et la diversité. Donc, lorsqu'on parle justement de mettre à l'avant-plan cette diversité
linguistique et culturelle, dans le conte, dans ce projet-ci, on peut l'entendre très facilement. Et donc, excellent. Merci, Michel. Pour les récits historiques des Amériques, bien, c'est effectivement 19 personnages qui ont contribué par leur présence, par leurs actions, ont contribué à l'essor du fait francophone partout dans les Amériques. Donc, c'est des petites capsules qui présentent un récit, une chanson, des illustrations, des suggestions de lecture également, qui sont disponibles sur la Bibliothèque des Amériques. C'est raconté et chanté par Alexandre Belliard, auteur, compositeur, interprète, conférencier, qui c'est un véritable passionné d'histoire. Donc, je vous invite, bien sûr, à venir visiter notre site pour en apprendre et bien sûr, avoir l'occasion de les écouter, les regarder. Au niveau de l'éducation, nous avons l'Université d'été sur la francophonie des Amériques. Donc, qui se veut bien sûr une formation de haut niveau pour les étudiants universitaires de 2e, 3e cycle, pour les professionnels, les journalistes. Donc, nous avons jusqu'à maintenant organisé 5 éditions, Ottawa, Chicoutimi, entre autres, et la prochaine édition est prévue en 2022 à Lafayette. Donc, on espère bien sûr que la pandémie ne nous jouera pas des tours et qu'on sera en mesure de se rendre. C'est vraiment notre grand souhait. Et ça se veut bien sûr une formation de 6 jours, plus de 40 participants qui proviennent de partout dans les Amériques. Et ça se veut un programme, effectivement, là, on présente un programme pluridisciplinaire qui permet de poser un regard là, qui est sur la francophonie, sur les multiples facettes de cette francophonie-là. Donc, je vais vous présenter une capsule vidéo qui va vous présenter, bien sûr, un peu, vous faire vivre cette expérience d'université d'été. Bonjour, je m'appelle Gabriel Touga. Je suis originaire de Winnipeg au Manitoba et j'ai participé à l'édition 2013 de l'Université d'été sur la francophonie des Amériques à Edmonton. J'ai toujours éprouvé une grande fascination pour les francophonies du monde et en m'inscrivant à l'Université d'été, j'étais certain que j'allais en apprendre énormément sur les langues de nos continents. Toutefois, je dois avouer que je ne m'attendais pas à l'expérience géniale qui nous était réservée. En plus des formations de très haut calibre qui nous ont été offertes, les liens humains qui se sont formés resteront avec moi à tout jamais. Pendant la semaine, j'ai pu profiter autant des sessions structurées que les temps libres pour entrer en contact avec un groupe incroyablement éclectique de gens. Rencontrer ces personnes, que j'appellerai dorénavant mes chers amis, m'a permis de constater la diversité impressionnante de nos provenances, mais également les similitudes étonnantes de nos parcours. Il n'y a vraiment rien de plus valorisant pour ses propres luttes identitaires que de constater qu'on n'est pas seul dans ce monde. Si vous avez la participation citoyenne et la francophonie à cœur, je vous conseille fortement de saisir l'occasion de participer à l'Université d'été sur la francophonie des Amériques. Vous allez rencontrer des gens de partout, puis revenir chez vous, enrichis et inspirés. Restez branchés et consultez fréquemment le site web du Centre de la francophonie des Amériques. Alors voilà, donc effectivement, c'est une belle expérience et on a beaucoup de bons commentaires, donc on a vraiment hâte à la prochaine édition en Louisiane en 2022. Maintenant, Forum des jeunes ambassadeurs, donc il se veut une formation donc, au niveau de haut niveau, axée sur le leadership et l'identité. Donc, nous avons présenté plus de 5 éditions et une trentaine de conférencières par édition. Plus d'une cinquantaine de jeunes de 18 à 35 ans qui proviennent de partout dans les Amériques par édition. Donc, ça se veut 7 journées de discussion, de débat sur les différents enjeux des Amériques. Donc, jusqu'à maintenant, on parle ici au niveau du centre de plus de 275 jeunes ambassadeurs qui se retrouvent partout sur le continent et on voit de plus en plus ces jeunes-là qui s'impliquent, qui deviennent de réels ambassadeurs et qui s'engagent également dans nos activités, dans nos projets. Donc, c'est toujours très stimulant et très encourageant de voir que ces participants-là, bien sûr, sont à nos côtés lorsqu'on vient organiser ou à mettre à l'avant-scène, finalement, nos initiatives. Donc, on est vraiment content de ça. Le Parlement francophone jeunesse des Amériques, donc, c'est un exercice de simulation parlementaire
en 3 volets. Donc, on le voit, les médias, les citoyens et au niveau parlementaire. Donc, c'est une centaine de participants par édition. On vise bien sûr la formation pratique, des conférences, des tables rondes donc, et des ateliers qui sont offerts par différents parlementaires qui sont expérimentés, des conférenciers, des personnages et des personnalités francophones qui sont engagés. Donc, ça se veut vraiment une belle simulation et qui permettent effectivement la participation à un exercice de démocratie et qui permet aux participants de découvrir les différents organes politiques, la société, les médias, développer cette responsabilité sociale-là, cette solidarité francophone partout dans les Amériques. Donc, une occasion de sensibiliser effectivement des jeunes leaders aux enjeux de la francophonie des Amériques. Pour le personnel enseignant, on a beaucoup d'activités, mais surtout beaucoup de ressources qu'on produit pour différentes initiatives. On les regroupe ici. Donc, que ce soit à différents niveaux, différents groupes d'âge. Donc, vous pouvez voir que ce soit, par exemple, les moins de 6 ans, on a les capsules vidéo Paul et Suzanne. On a également des fiches de lecture, des guides méthodologiques, Slam tes accents, et puis Slam en français, les rendez-vous littéraires, bref. Il y a plusieurs sections, il y a plusieurs outils pédagogiques qu'on produit pour le personnel enseignant et qui vient justement ajouter comme outil à ce que les enseignants utilisent en salle de classe, donc vraiment en appui au personnel. On est vraiment très fiers de cette section-là et des ressources qu'on est en mesure d'offrir au personnel. Et on sent, en discutant avec le personnel enseignant, effectivement, que ces outils-là sont très appréciés et qui contribuent effectivement à l'enseignement du français partout dans les différentes régions des Amériques. Également, l'an dernier, à l'automne, nous avons organisé une formation en ligne, effectivement, pour le personnel enseignant. En pleine pandémie, on se posait la question de quelle façon on pouvait justement appuyer nos enseignantes et nos enseignants. Donc, l'idée nous est venue de créer effectivement cette formation en ligne qui a connu un véritable succès. On était vraiment contents du résultat. Et on le fait en collaboration avec des chercheurs, des universitaires, des formateurs, bien sûr, qui voulaient s'associer avec nous, donc pour créer ces séminaires et cette formation en ligne. Et bien sûr, on vous annonce également en primeur que nous aurons le retour de ces formations en ligne qui, à l'automne prochain, seront présentées également. Au niveau de la recherche, eh bien, nous avons le programme d'appui mobilité dans les Amériques, qui se veut un programme qui favorise effectivement pour les différentes communautés, les organisations qui souhaitent faire venir une personne experte qui provient de l'extérieur de leur zone géographique. Donc, on a effectivement ce programme-là qui permet d'appuyer ces demandes-là et faire en sorte qu'on soit en mesure d'appuyer ces communautés au niveau de la recherche lorsqu'il vient le temps de, bien sûr, produire des données ou recevoir des données pour leur région. Donc, que ce soit des institutions d'enseignement, des associations, des professeurs de langue française, organisations civiles, on est vraiment là avec ce programme-là pour les appuyer dans leurs besoins de recherche et les appuyer effectivement pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Au niveau économie, nous avons organisé cet hiver, au mois de février, effectivement, une formation pour entrepreneurs, une formation qui se faisait de façon virtuelle, bien sûr, qui était adressée aux entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur de l'agroalimentaire et les entreprises de services. Donc, une formation de plus d'une quinzaine d'heures d'échange, effectivement, qui a été très intéressante. On est en mesure, bien sûr, de comprendre un peu leur réalité et de voir de quelle façon le centre peut appuyer ce secteur-là davantage dans les prochaines années. Au niveau des communications, c'est sûr et certain que les quatre premiers axes qu'on vous a parlé, on amène vraiment on a vraiment des initiatives, des projets qui sont sur le terrain. C'est sûr et certain que pour nous, la communication, on souhaite présenter, trouver une façon originale de rejoindre ces différentes communautés, nos différentes communautés qu'on dessert. Et c'est évident que la communication, la façon dont on présente nos projets est très importante, mais quand même, on trouve que c'est important de voir la création de contenu francophone. Et dans le cadre du mois de la francophonie, notamment, nous avons présenté le balado. On est 33 millions, donc 6 épisodes animés par Alexandra Diaz, qui ont abordé effectivement différentes thématiques
vous le voyez à l'écran, l'engagement, les jeunes leaders, la culture, l'économie, l'éducation et les médias. Plus de 18 intervenants et leaders de partout la francophonie des Amériques qui ont participé à cette série de balados. Si vous n'avez pas eu la chance de les écouter, je vous invite à le faire. C'est vraiment très stimulant d'écouter et d'entendre effectivement cette détermination-là de tous ces francophones partout sur le territoire. C'est disponible sur votre plateforme balado préférée ou également sur notre site web. D'ailleurs, je vous présente notre publicité radio qui vient présenter effectivement ce projet-là, donc on l'écoute. De l'Acadie à la Californie, du Québec jusqu'au Brésil, on est 33 millions de francophones et de francophiles dans les Amériques. Dans ce balado, je m'entretiens avec des amoureux de la langue française qui chaque jour contribuent à partager et promouvoir la francophonie dans leur coin de pays. Francophone. Francophone. Francophile. Éducation. Culture. Médias. Rouy Albarran. Denise Damasco. Michel Bénac. Anne-Nicole Irette. Je m'appelle Alexandra Diaz. Je rencontre des gens passionnants et engagés à créer, enseigner et faire des affaires en français. Au cours des épisodes, on parle de culture, de médias, d'économie, d'éducation et d'avenir. On découvre la francophonie des Amériques dans toute sa richesse et sa diversité. On est 33 millions. Un balado du Centre de la francophonie des Amériques à écouter sur notre site francophoniedésamériques.com ou sur votre application balado préférée. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. On est 33 millions. Alors, je peux vous dire que c'est une initiative qui a connu énormément de succès. On est vraiment très fiers de cette balado-là. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, d'aller écouter. C'est très, très passionnant, très intéressant. Le temps file, donc je poursuis rapidement avec une initiative, Ma Minute francophone, qui est une initiative du Réseau international des maisons des francophonies, l'a mentionné. Notre président du conseil d'administration est également coprésident de cette organisation-là. Donc, on est vraiment très fiers de s'associer avec cette initiative. Effectivement, c'est un concours qui a connu un énorme succès, plus de 132 vidéos reçues, 6 lauréats qui ont gagné effectivement ce concours-là. Et on voulait bien sûr vous présenter une de ces vidéos, la lauréate de la Saskatchewan, donc Addison Shilluk, si je prononce bien sûr. Donc, on va l'écouter à l'instant. Ça m'a pris un long temps pour réellement comprendre ce que ça veut dire d'être francophone. Tu vois, je viens de la Saskatchewan, une province canadienne où seulement environ 1,9% de notre population se considère francescois. Mon héritage francophone vient du côté de ma mère. Quand ses arrière-grands-parents sont immigrés de la France il y a plus qu'un siècle, ils ne parlaient que le français. Mais une fois arrivés en Saskatchewan dans le village de Richard, ils ont appris l'anglais et ont arrêté de parler le français entièrement. En raison de cette décision, leurs descendants n'ont jamais appris le français. Et c'est seulement quand mon grand-père a inscrit ma mère et ma tante dans une école d'immersion que le français a réapparu dans ma famille. Et à son tour, ma mère a envoyé moi et ma sœur à l'unique école francophone de ma ville. Même si je suis tellement reconnaissante des opportunités que ma communauté m'a présentées, ça n'a pas toujours été facile. En raison d'une population très petite des francophones en Saskatchewan, il n'y a pas beaucoup d'occasions où je peux m'exprimer en français dans un milieu non scolaire. C'est pourquoi mon échange en 9e année à Ottawa, la capitale bilingue du Canada, a joué un grand rôle dans ma réalisation des possibilités d'un avenir francophone. C'est sur ce voyage que j'ai réalisé la richesse de ma culture francophone et ça m'encourage de un jour poursuivre mes études postsecondaires en français. Aujourd'hui, je suis fière d'être bilingue, fière d'être franco-canadienne et fière d'être francescoise. Voilà. Alors, peut-être pour... Très beau témoignage. Tout à fait. C'est tout à fait émouvant, stimulant et vraiment, c'est ce genre d'exemple qu'on vit régulièrement au sein de la francophonie des Amériques, de rencontrer ces gens-là qui nous témoignent la fierté de la langue, des situations qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui, bien sûr, poursuivent cet apprentissage et cet amour de la langue. Donc, ça nous stimule et ça nous rend fiers de notre langue et de notre appartenance à cette langue-là.
Je vais rapidement vous parler de résultats, de statistiques, je pense qu'ils vont vous témoigner effectivement quand même du succès du centre. Donc, vous voyez le membrariat au 31 mars 2021, tout près de 65 000 membres. Et vous voyez que dans la dernière année, nous avons connu un bond. C'est certain qu'avec notre travail de présentation d'initiatives en mode virtuel, nous étions déjà quand même bien avancés, bien au fait de cette technologie. Nous l'utilisions souvent et fréquemment, de par, bien sûr, le mandat et le territoire qu'on a à desservir. Donc, c'est certain que ça nous a bien positionnés pour vraiment avoir un impact très positif et que le nombre de membres, effectivement, augmente de façon significative cette année. Si on parle au niveau des membres, au niveau des Amériques, tout près de 65 000 membres, on estime à peu près 62-63 % en provenance du Canada, mais vous voyez quand même, on a une belle variété de représentation de partout les Amériques. 58 000 membres individuels, près de 6 000 membres corporatifs. Et nous avons bien sûr des amis qui sont hors des maritimes. On est bien contents, hors des maritimes, hors des Amériques. Et puis, on est très heureux que ces gens-là nous suivent. D'ailleurs, je crois qu'on a des amis français avec nous, donc on est bien content que vous soyez là ce soir. On espère que vous serez, et sûrement, vous allez nous suivre dans nos activités. Au niveau membres au Canada, eh bien, tout près de 65 %, soit plus de 65 % sont bien sûr des membres en provenance du Québec, mais quand même une belle variété, une belle représentation également de par les autres régions au niveau canadien. Alors, bien sûr, il ne reste qu'à vous, non pas à vous remercier, mais à vous inviter à devenir membre du Centre de la francophonie. C'est tout à fait gratuit. Je vous rappelle, la Bibliothèque des Amériques, les balados, ce sont bien sûr des initiatives, des activités tout à fait gratuites. Donc, vous invite à devenir membre et de, bien sûr, poursuivre l'aventure avec nous. Alors voilà, merci de votre attention. Bien, c'est moi qui vous dis merci. On peut enlever le partage d'écran si vous voulez. Alors, je ne sais pas qui peut l'enlever. Oui, et voilà. Et voilà. Alors, pour nos auditeurs, bien, vous voyez les trois intervenants. Alors, d'abord, merci, Michel. Je connaissais ta prestance en conférence et ça a été, comme d'habitude, très fortement appuyé d'émotions, d'une façon de t'exprimer et de vivre le français, surtout en Amérique, qu'on est habitué de te voir. Ça nous fait toujours plaisir. Quant à Sylvain, tout nouveau pour nous, bien, je pense que tu as des grands souliers à chausser avec Michel à côté de toi, mais tu as une chance unique, Sylvain, d'avoir Michel à côté de toi. C'est un privilège et je pense que tous les membres de Québec-France qui connaissent bien Michel sont conscients de ton privilège et je suis certain que tu vas en profiter et au bénéfice des membres du réseau Québec-France et du Centre de la francophonie des Amériques. D'abord, je voudrais dire à tous nos auditeurs que la conférence a été enregistrée et que demain matin, vous aurez via courriel l'info réseau du 50e dans lequel il y aura un petit texte de Michel Robitaille et l'hyperlien pour avoir accès à l'enregistrement. Alors, dès demain matin, vous aurez ça dans votre boîte de courriel. Maintenant, on est déjà 8 heures. Je serais prêt à prendre une couple de questions s'il y en a. Alors, s'il y a des questions, je vais aller voir. Non, il n'y a pas de questions. Mais si jamais quelqu'un voulait poser une question, il est en court temps. Il est en court temps. Sinon, bien, écoutez, profitez de l'enregistrement de la conférence pour la revoir. Et surtout, moi, je vous dis, je suis allé plusieurs fois à la bibliothèque et c'est vraiment fantastique. Il y a des livres là. Tous les livres des auteurs francophones des Amériques sont là. Sont tout ça. Et c'est gratuit, c'est ça qui est intéressant aussi. On peut les emprunter, les lire. Alors, vous avez vu derrière moi ma bibliothèque, mais j'aime mieux les emprunter numériquement, c'est plus facile. On peut les lire sur notre tablette. Je vais regarder encore une fois si j'ai des questions. Non, alors, pas vraiment de questions. Alors, il ne reste qu'à vous dire encore une fois merci. Évidemment, vous avez, la plupart d'entre vous, pris connaissance de la revue. Le magnifique magazine qui a été fait pour nos 50 ans Québec-France. Et vous avez vu qu'un de nos partenaires est le Centre de la francophonie des Amériques.
comme je l'ai dit tout à l'heure, le Réseau Québec-France peut compter sur 6 partenaires majeurs importants. Et je voudrais vous rappeler aussi que le 9 octobre à Sherbrooke, le Centre de la francophonie des Amériques va participer de façon concrète avec des artistes de la francophonie des Amériques. La formule n'est pas finalisée encore, mais il y a un engagement ferme de notre ami Sylvain de nous, le soir du gala, de nous faire rencontrer des artistes francophones d'Amérique. Il y aura 2 parties au gala, une partie avec des artistes québécois organisée par le réseau et une partie avec des artistes francophones des Amériques qui ne sont pas du Québec, mais qui connaissent le Québec, évidemment, qui viendront nous faire grand plaisir lors du cours. Alors, je regarde encore une fois s'il y a des questions. Non, mais André, il n'y a pas de questions, mais il y a notre amie Edith Mathieu. Il est 2 heures du matin en France et puis elle est toujours là avec nous. Elle est courageuse. Alors, je la félicite pour son engagement et surtout d'être restée comme ça éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour assister à cette conférence. Oui, on a quelques amis français qui sont là. Et Edith m'avait promis qu'elle serait là. Ben oui, je vois ça, elle nous a écrit, là, elle est là. Il y en a plusieurs autres. Je salue Edith, mais tous les autres. Je vois que Richard Marcoux est là également. Et puis, il y en a d'autres qui nous ont écrit. Alors, merci à tout le monde. Moi, comme vous le savez, je suis toujours heureux de participer à des activités du réseau Québec-France Francophonie. On sera avec vous au gala et puis je pense que la présentation, l'excellente présentation de Sylvain, vous voyez que c'est un nouveau PDG, mais qui déjà a aussi cette passion pour la francophonie des Amériques et la présente très bien. Mais je pense que vous allez pouvoir certainement des activités qui peuvent intéresser le réseau Québec-France, France-Québec. Donc, des partenariats sont toujours possibles. Alors, merci beaucoup, André, pour l'invitation encore une fois. Bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée. Oui. Et puis, merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Peut-être ajouter en terminant là, le centre et on travaille ensemble. On est très heureux d'être ici ce soir. C'est une première pour moi. J'espère que ce ne sera pas une dernière, donc on pourra voir dans l'avenir, mais certainement, vous pouvez compter sur le centre pour qu'on poursuive la belle collaboration. On est vraiment content d'être à vos côtés. On est content que vous soyez à nos côtés également. Ça nous fera plaisir de partager avec vous. Alors, on souhaite bonne fin de soirée et bonne nuit. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.